c'est une croyance sur la supériorité intrinsèque du modèle américain. C'est-à-dire que dès que les Américains mettent la main, le pied quelque part, forcément, le monde entier va se transformer pour le bien. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Bonne année. Et bonne année à vous Et la aussi. santé. Et bonne année aussi à tous nos auditeurs qui nous rejoignent pour ce numéro de rentrée un petit peu. On va à nouveau parler d'actualité. Et Omerta, c'est reparti pour une année 2026. Tout à fait Régis. Et ce début d'année est marqué bien évidemment par l'arrestation de Nicolas Maduro au Venezuela. Ça fait la une de l'actualité internationale. Revenons Régis sur l'aspect opérationnel de cette arrestation. Est-ce vraiment la plus impressionnante opération de l'histoire des forces spéciales américaines, comme le dit Donald Trump ? Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, c'est clair que l'actualité, nous on a pris une petite pause là, mais l'actualité elle n'a pas pris de vacances et elle continue à nous impressionner tous les jours avec notamment à la tête des mouvements qui font bouger le monde, un personnage clé qui est Donald Trump. Ça fait quand même un petit moment, on a fait plusieurs émissions sur le Venezuela ici, où Donald Trump met une pression, exerce une pression militaire, avait rassemblé une armada considérable qui rappelait d'ailleurs le prélude à l'invasion de l'Irak en 2003, c'est-à-dire des groupes aéronavals qui croisaient dans la mer des Caraïbes, des interceptions d'embarcations dites liées au narcotrafic, même des ciblages une semaine avant la capture de Maduro d'une installation en plein territoire vénézuélien par l'aviation américaine d'une base de départ de ces fameuses embarcations. Donc il y avait une montée en puissance avec des pressions, on va dire, diverses sur Nicolas Maduro. Le but étant et on le voit bien aujourd'hui, c'était de l'enlever du pouvoir. Qu'il le fasse de lui-même ou qu'on soit forcé de le faire, l'objectif pour Donald Trump était clair depuis longtemps. Le prétexte, et tout a été mis en place autour de ça, c'était le narcotrafic, notamment le cartel de Los Soles, qui serait, alors selon les sources, un certain nombre de hauts gradés dans l'armée vénézuélienne qui auraient effectivement des ramifications et des liens avec les trafics de drogue. On sait que l'armée au Venezuela contrôle peu ou prou l'industrie du pétrole, on pourra y revenir, un peu à la manière de l'Algérie d'ailleurs, et que c'est la manne financière. Mais comme il y a une autre manne financière considérable qui est la drogue, il est évident qu'il y avait sans doute des liens. À la tête de ce cartel, nous disaient certaines sources, surtout américaines, aurait figuré Nicolas Maduro, d'où aujourd'hui son arrestation et le cas judiciaire auquel il va devoir faire face, c'est-à-dire une inculpation pour narcotrafic. Et donc, de ce point de vue-là, il va être jugé à New York et il attend aujourd'hui d'ailleurs de comparaître devant un juge. C'est ça qu'on lui reproche. Ça, c'est la partie officielle. Ensuite, l'opération, elle a eu le temps d'être préparée. Comme ça fait, je vous dis, au moins un mois et demi qu'il y a une montée en puissance des forces navales, aéronavales américaines et terrestres également. Cette montée en puissance s'est faite, elle a quadrillé l'ensemble du territoire vénézuélien, repéré les mouvements des troupes vénézuéliennes, les installations de défense antiaérienne qui ont été visées samedi matin à 3h du matin, en préambule à l'intervention des forces spéciales, c'est-à-dire évacuer complètement la DCA vénézuélienne et, on va dire, essayer pour permettre aux forces spéciales d'opérer en milieu urbain, ce qui n'est jamais simple dans l'histoire des forces spéciales. Historiquement, tout le monde se souvient de l'opération à Mogadiscio, dans le fief d'un seigneur de guerre somalien, qui s'était soldé par un hélicoptère Black Hawk à terre, avec le combat qui en a eu lieu, qui a donné, certains le connaissent ce film, La chute du Faucon Noir, mais ça a été un des épisodes marquants de l'histoire américaine, plutôt tragique pour les forces spéciales américaines,
américaine. Il y a eu également, tout le monde l'a oublié, en 2011, en août 2011, donc en Afghanistan, dans le Wardak, un de ces fameux Chinook, les mêmes qui ont la même unité aérienne dédiée aux forces spéciales, qui avait été à l'époque visé par un missile portatif par les talibans et qui avait le crash de l'hélicoptère avait causé la mort de 31 forces spéciales américaines. Donc là, quand on a vu ces images des avions et des hélicoptères arriver dans le centre-ville de Caracas, première remarque, c'est de se dire les Vénézuéliens possèdent 5000 Manpad dans leur stock de munitions, c'est-à-dire ces missiles portatifs de défense antiaérienne. Il va y avoir un hélico qui va être touché. Alors apparemment, il y a eu un hélicoptère touché, on n'a pas vu d'image, mais c'est très peu. Il y a eu très peu de défense, très peu de riposte, d'où aussi la suspicion que ce qui était en train de se passer était peut-être, et cette capture de Maduro était peut-être été faite avec des complicités dans l'armée. L'avenir nous le dira. Moi, j'attends personnellement avec hâte le papier que pondra Seymour Hersh sur cette opération. Je me méfie, au contraire, du compte-rendu de l'état-major. Je sais que certains experts militaires français sur les plateaux de télé, ils sont allés... ça y est, c'est extraordinaire, etc. C'est la version donnée par le Pentagone. Ça ressemble trait pour trait à la version de la mort de Ben Laden. Il manque juste le chirurgien, le médecin et la campagne de vaccination contre la polio où la CIA était allée faire du porte-à-porte pour vérifier que le grand type qu'ils avaient repéré dans la villa était bien Ben Laden. En dehors de cet épisode, c'est quasiment la même chose. Donc, et on va voir pourquoi c'est important cette résonance avec l'opération sur Abbottabad et donc la mort de Ben Laden. Mais pour revenir à cette opération, oui, minutieusement préparée, du temps pour la préparer, du temps pour, on va dire, repérer tout, et puis l'armée américaine avec ses moyens de surveillance, la défense antiaérienne ou même la défense tout court du Venezuela ne faisait pas le poids dès le départ. Donc, opération bien préparée, bien accomplie, avec quelques doutes sur, on va dire, les complicités internes. Là, une information qui est sortie hier nous explique qu'un agent de la CIA se trouvait dans l'entourage de Maduro, qui était connu pour changer de lit toutes les nuits et avoir des itinéraires, on va dire, pas établis à l'avance pour ne pas se faire repérer, etc. Maduro, ça fait quand même pas mal d'années qu'il vit sous cette menace. Et là, en l'occurrence, plus d'un mois et demi, avec la menace américaine en ligne de mire, directement devant lui, sur la mer des Caraïbes. Voilà. Le fait est que 2 heures d'opération ont permis aux États-Unis de mettre la main sur Maduro et sur Celia Flores, sa compagne, de les exfiltrer via Guantanamo Bay, et ensuite, d'abord sur un bateau au large, ensuite Guantanamo Bay, et ensuite arriver à New York. Voilà. Régis, revenons sur cette doctrine Monroe avec laquelle renoue Donald Trump. Quelles en sont les modalités et surtout, quel est le message pour les autres nations dans ce monde en pleine recomposition ? Alors, il y a 2 types de messages. Faible avec les forts, fort avec les faibles. On va commencer par faible avec les forts. C'est une manière, on va dire, d'expliquer la recomposition du monde autour de 3 zones. Je ne suis pas le seul à avoir fait cette analyse. Elle a été faite par Alain Juillet, par d'autres experts, Alexandre Delval et d'autres qui se sont succédés d'ailleurs sur ce plateau pour nous l'expliquer. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer entre Trump, Poutine et Xi Jinping, c'est qu'il y a une sorte de partage du monde avec des sphères d'influence. Non pas que ces pays aient renoncé à se faire une guerre, mais du point de vue de Trump, cette guerre est davantage économique qu'autre chose. En l'occurrence, la guerre avec la Chine, la réactivation de cette doctrine Monroe, elle ambitionne de mettre la main sur les terres rares
les hydrocarbures, les terres rares, qui sont nombreuses dans la zone du fleuve l'Orénoque, notamment au Venezuela, très peu exploitées. On parle surtout du pétrole, mais il y a aussi énormément de terres rares. Il y en a dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là, clairement, avec le Groenland aussi en ligne de mire, il y a la captation des ressources. Pour la question des terres rares est très importante parce qu'on est dans une bataille sur l'intelligence artificielle notamment, et évidemment la Chine a pris le dessus. La Chine a pris le lead. Donc là, la vraie question, donc bataille pour les hydrocarbures, c'est pas nouveau. Ça existe. La Seconde Guerre mondiale aussi, c'était ça, les champs de pétrole du Moyen-Orient en ligne de mire avec Rommel en Afrique. Bref. S'accaparer les ressources pour pouvoir, on va dire, développer une guerre qui, du point de vue de Donald Trump, doit être économique. Et ce qui est très intéressant avec cette mise, on va dire, cette mise en coupe réglée, en tout cas, du pétrole vénézuélien, cette captation du pétrole vénézuélien, pétrole difficile à exploiter, avec très visqueux, hein, c'est du crude oil, mais bon, les raffineries de Louisiane et du Texas ont largement les moyens de l'exploiter, donc il y a une possibilité d'opportunité pour les entreprises américaines qui s'ouvrent. Néanmoins, ce n'est pas un pétrole simple, mais les ressources sont considérables. Le Venezuela a les plus grandes ressources au monde en pétrole. Donc là, les États-Unis mettent la main sur une manne pétrolifère qui va leur permettre on va dire, de faire baisser les cours du pétrole de façon prolongée, de les maintenir entre 50 et 60 $. Si cette fourchette est observée, évidemment, pour Poutine et la Russie, c'est un problème. Ça veut dire que là, on est dans une guerre, on va dire guerre sur les hydrocarbures. Donc, message adressé à Xi Jinping sur les terres rares, entreprise de conquête, et sur les hydrocarbures, possibilité d'embêter la Russie, en tout cas d'amoindrir ou de pénaliser son économie, d'être compétitif. C'est ça que Donald Trump recherche dans ce monde, et quand je dis faible avec les forts, ça veut dire que il y a quand même certains arrangements assez visibles. Prenez par exemple Maduro, c'est un allié traditionnel de la Russie. C'est un allié traditionnel de l'Iran aussi. Alors, on comprend que l'Iran, aujourd'hui, ne soit pas en état, on va dire, de soutenir militairement Maduro, mais la Russie aurait très bien pu le faire. On a entendu que des conseillers militaires auraient été envoyés sans avoir véritablement de preuves. On a bien senti que le soutien de Poutine pour Maduro était très mou. D'ailleurs, je le signale au passage, c'était Alexandre Loukachenko, le patron de la Biélorussie, le président de la Biélorussie, qui a proposé à Maduro, au moment où la pression s'exerçait de la part des Américains, de s'exiler chez lui. Jamais Poutine n'a fait une offre à Maduro pour venir à Moscou, comme il l'avait fait pour Assad. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de résistance de la Russie, un peu comme il y avait eu peu de résistance dans le cas de la Syrie. Souvenez-vous, les Russes étaient un petit peu intervenus, mais ils avaient assez rapidement lâché l'affaire. Et ensuite, ils s'étaient occupés de sécuriser leurs deux bases aériennes de Khmeimim et de Tartous, base navale de Tartous, pour pérenniser leur présence en Syrie. Que ce soit Assad ou finalement Al-Shara au pouvoir, ça les importe peu. Al-Shara, d'ailleurs, lors de sa visite à Moscou, a proposé, d'ailleurs, aux troupes russes connaissant bien le pays, potentiellement de sécuriser le sud du pays. Donc il y a quand même, il y a des transformations qui se font avec des accords dont on sent très bien, sans en connaître tous les tenants et les aboutissants, que ça se fait, et que entre Trump, Poutine et Xi Jinping, il y a une entente. J'ai assez peu entendu Donald Trump protester contre les tensions régulières que la Chine exerce sur Taïwan, par exemple. Certaines personnes autour de Donald Trump le font. Lindsey Graham est là pour ça. Dans un autre registre, spécifiquement sur l'Amérique du Sud, Marco Rubio. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec Marco Rubio, c'est qu'on voit clairement son rôle, là, maintenant. On voit clairement pourquoi il a été choisi comme secrétaire d'État. C'est-à-dire, c'est Venezuela, premier objectif, Cuba, la Colombie, et voilà, donc sécuriser le précaré, doctrine Monroe, rebaptisée maintenant doctrine Donroe, vieille doctrine qui date de 1823, du troisième président des États-Unis, et qui expliquait que, globalement, à la base, c'était
les Amériques ne sont plus des terres colonisables, donc les Européens regardaient ailleurs, et nous ne regardons pas dans les affaires de l'Europe. Voilà, la doctrine Monroe. Aujourd'hui, c'est une réactivation assumée de cette doctrine très coercitive, et qui va jusqu'à cette fameuse question du Groenland, qui a été à nouveau soulevée par Donald Trump, par Stephen Miller, qui est son conseiller à la sécurité nationale. La femme de Stephen Miller poste immédiatement après la chute de Maduro un message sur X avec le Groenland, et sur le Groenland, un drapeau américain. Vous voyez, donc la femme d'un des principaux conseillers de Donald Trump. Et juste après, vous avez Donald Trump qui dit « Il nous faut le Groenland, c'est vital pour notre sécurité nationale ». Et quelqu'un rétorque, et le Danemark n'assure pas cette sécurité. Sous-entendu, on s'en fout du Danemark, on s'en fout des Européens. Et là, ça commence à poser un problème pour les Européens, parce que c'est plus simplement le précaré des États-Unis en Amérique du Sud, avec ces dernières forteresses qui commencent à trembler, comme le Brésil ou autres, en disant qu'est-ce que Trump va essayer de faire, est-ce qu'il va aller plus loin, est-ce qu'il va intervenir Gustavo Petro en Colombie. Tout le monde est un peu... voilà. Là, on se dit, si Donald Trump touche au Danemark, il touche à l'Europe. Donc c'est où il la piétine à nouveau, où il la somme de se soumettre. Mais on est déjà dans cette soumission. Regardez ce Danemark, Mette Frederiksen, qui est sa première ministre, proteste, demande à Trump d'arrêter de menacer de prendre le Groenland. En même temps, qu'est-ce que fait le Danemark ? Il achète des F-35 et pas des Rafales. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Première mesure, si quelque chose se passait de cette nature, c'est d'arrêter les contrats d'armement avec les États-Unis, si on veut vraiment s'opposer à eux. Or, le problème, c'est qu'on n'en a ni les moyens ni la volonté. On l'a bien vu avec l'affaire de Maduro et les différents messages postés par notamment Emmanuel Macron, parlant de la joie des Vénézuéliens, etc., etc. Sous-entendu se rangeant, ou de Kaja Kallas dit « Nous surveillons la situation ». Ursula von der Leyen, idem. Bon, tout ça montre qu'il n'y a pas vraiment de volonté et que la plupart des déclarations précédentes étaient de l'esbrouf, n'étaient que des mots. Comment jugez-vous le traitement accordé à Nicolás Maduro ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un traitement qui semble choquer, comme à chaque fois il choque. J'ai vu quelqu'un dire bienvenue aux jeunes dans le monde où les États-Unis bombardent un pays pour son pétrole. Nous, on avait connu ça déjà avec l'Irak. Bon, c'est vrai que de façon récurrente, ça... Sous couvert de démocratie... Oui, l'avantage avec Trump, c'est qu'il n'y a pas ce vernis. C'est cash, les intentions sont là, on ne cherche pas. Alors oui, c'est pas bien de vendre de la drogue, certes. Il y a un problème, une crise sanitaire autour du narcotrafic et de l'addiction aux États-Unis. Ok, ça, voilà. Mais assez rapidement, Donald Trump a passé et a commencé à parler pétrole. Voilà. Bon. Avec l'Irak, on en était, oui, il y avait un vernis démocratique, mais les intentions étaient les mêmes. Et ce qui est très intéressant avec Donald Trump, c'est qu'il s'est, et avec le traitement de Maduro, c'est que Maduro, arrivant à New York, il a le droit au même traitement pratiquement qu'avait le droit l'ancien patron du FMI à l'époque, Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire ce qu'on appelle le perp walk, c'est-à-dire la marche du criminel. La marche du criminel, c'est l'équivalent moderne du goudron et des plumes. Le goudron et des plumes de l'époque du Far West, au Texas, quand on attrapait un criminel, on le plongeait dans du goudron et on mettait des plumes et il était exhibé dans la ville. Là, en l'occurrence, la version moderne est un peu plus civilisée. Enfin, ils l'ont quand même mis un bonnet, on a l'impression qu'il a des oreilles d'âne. On le voit, alors lui, c'est intéressant parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Parfois, il sourit, il a même dit « bonne année ». Il fait des photos, tout le monde fait un selfie. J'ai même vu une membre du DEA, donc on n'est pas avec les forces spéciales, on est quand même avec des gros rustres. Je ne dis pas que les forces spéciales sont tous très fins, mais ils ont une mission. Et voilà. Là, vous avez la fille qui conduit la voiture, qui fait son selfie avec Maduro derrière. Et puis, il y a cette exhibition dans une camionnette porte ouverte à New York, avec les bagnoles qui klaxonnent, les motos qui passent. C'est la Rome moderne, New York, avec Vercingétorix exhibé pendant le triomphe de César. On revient aux fondamentaux. Et on revient aux fondamentaux qui veulent dire quoi ? Qui veut dire que Trump a changé de dimension, qu'il a changé quelque part de braquet,
qu'il n'est plus, on va dire, le président élu des États-Unis, mais un peu un empereur. Un peu un empereur qui, et ça reste américain, se revendique le shérif. Alors, il est le shérif, voilà, parce qu'il arrête le chef des narcotrafiquants, selon lui, qui va être condamné, ce sera intéressant de voir d'ailleurs la peine que recevra Maduro, et en fonction de ça, on pourra savoir s'il a négocié ou pas. S'il a le droit à une mise, on va dire, en résidence surveillée quelque part, on dira que bon, il est peut-être parti quand même contraint et forcé, mais voilà, que l'opération n'était peut-être pas si héroïque que ça. Bref, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais il va être donc présenté par un juge, accusé de narcotrafic, etc. Et Donald Trump, en fait, dans cette histoire, voilà, a changé de dimension parce que maintenant, c'est le shérif assumé. C'est pas le shérif du monde, hein, mais toujours la tentation est grande aux États-Unis. Et on se rappelle, parce qu'on a oublié les choses, donc la capture de Nicolas Maduro en 1989, de Manuel Noriega, voilà, le dictateur panaméen, quasiment le même jour. Il y a 25 ans d'intervalle que Maduro, capturé, ramené dans un avion américain. Et on se rappelle aussi les propos de George Bush au lendemain du 11 septembre, qui est interrogé sur Ben Laden. Et à propos de Ben Laden, il dit, vous savez, nous avons un vieil adage dans l'ouest de l'Amérique, dead or alive, mort ou vif. Voilà. On est dans la même philosophie héritée des cow-boys, dont l'héritage, c'est un peu, on va dire, c'est un peu dissous dans la société, mais qui reste très présent, notamment avec Hollywood. Vous savez, les Américains rêvent toujours, mettent en scène en permanence le rêve américain, et à la base, il y a ça. À la base, il y a la conquête de l'Ouest. Et cette conquête de l'Ouest, elle contribue. Il y a les bons et les méchants. Là, en l'occurrence, on est dans le bon, la brute et le truand. On sait qui est le truand. On sait qui est la brute. On a un peu de mal à dire qui est le bon, quoi. Régis, les États-Unis ont réalisé une opération impressionnante, vous l'avez dit, d'un point de vue opérationnel. Mais la suite semble beaucoup plus incertaine. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on retombe dans la case Irak. Oui. J'en ai parlé pas mal, je l'ai évoqué, mais on va aller un peu plus en profondeur. J'ai entendu que des rumeurs circulaient sur la possible mise à la tête d'une sorte d'administration par intérim du fameux Stephen Miller, dont la femme poste des revendications sur la souveraineté du Groenland. Ce Stephen Miller, ça nous rappelle de sinistre mémoire, Paul Bremer. Paul Bremer, le proconsul mis à Bagdad après la chute de Saddam Hussein. Là, en l'occurrence, pour le moment, Donald Trump a décidé de respecter les structures chavistes encore en place, avec Delcy Rodriguez officiellement nommée présidente par intérim pour 90 jours, sommée d'obéir aux États-Unis par Trump lui-même, mais qui, dans son track record, est quand même, a été surnommée par Maduro la tigresse, en raison de la violence de ses discours anti-impérialistes, de sa loyauté aux principes du chavisme et de la révolution bolivarienne. Elle coche toutes les cases d'une loyaliste du régime. Et là, même si on sait qu'elle avait déjà quand même négocié avec les États-Unis, elle n'était pas complètement, notamment des négociations qui s'étaient déroulées au début de l'année à Doha, sans que Nicolas Maduro le sache. Donc, elle avait, on va dire, aussi des billes sur les nouveaux maîtres du pays, mais qu'est-ce qui va se passer fondamentalement? Parce que Donald Trump, par 2 fois, a expliqué que les États-Unis allaient gouverner le Venezuela. Donc est-ce un gouvernement en laissant les structures en place et en disant, bon, tout ça est peu clair. Et pourquoi ça me rappelle l'Irak? Parce que, au moment de la chute de Saddam Hussein, au moment de la prise de Bagdad, on se disait, il y a forcément un plan, reconstruction, qu'on appelait la phase 4. En fait, la phase 4 n'existait pas. Les Américains s'étaient imaginés, et Paul Bremer est très intéressant à l'époque, je reviens un petit peu sur lui, parce que Paul Bremer est un zélateur de la démocratie et pense que, comme George Bush, authentiquement, que la démocratie, ça se fait par les élections,
et qu'une fois qu'il y aura les conditions d'élection en Irak, eh bien forcément il y aura un président, un parlement, et finalement l'Irak va devenir comme nous, quoi. Voilà, une démocratie. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, et je me souviens d'un épisode très intéressant au moment de la prise de la province d'Anbar, qui est la province de l'ouest, la province sunnite de l'ouest de l'Irak. Les Marines avaient succédé à la 82e Airborne qui occupait pendant la première phase d'occupation de l'Irak, quand il a fallu commencer à faire face à des éléments de contre-insurrection et d'insurrection qui ont commencé à poindre dans l'Ouest. On a envoyé le corps des Marines, et le corps des Marines qui a un côté, on va dire, brut de décoffrage, mais aussi pas mal d'analyse, et notamment de techniques de terrain bien plus souples d'ailleurs, et bien plus inventifs que l'armée américaine généralement. 2 officiers des Marines étaient venus voir Paul Bremer pour lui expliquant que pour gouverner en barre efficacement, il fallait s'appuyer sur les tribus, et notamment sur les chefs de tribus, etc., et conserver ces structures, établir des relations avec eux, etc. Et Paul Bremer les avait regardés en lui disant « mais les tribus, c'est un élément d'autrefois. Maintenant, c'est la démocratie. Chacun va pouvoir voter avec sa conscience. C'est fini. Ne me parlez pas de ces histoires-là. » 6 mois plus tard, la province d'Anbar était à feu et à sang contre l'occupant américain, jusqu'à finalement perdre. Le corps des Marines a perdu des centaines d'hommes dans ces combats. Il y a eu 2 batailles pour Fallujah, 2 batailles. Et donc, bon, Paul Bremer, finalement, c'était le ravi de la crèche, un peu à la manière de Steve Witkoff au début sur la Russie. Il connaissait rien au Moyen-Orient. On l'avait mis là parce que c'était un businessman. C'est pas nouveau, hein, ça faut quand même s'en rappeler. Et il y a eu aussi cette obsession, et ça c'est plutôt du fait de George Bush, qu'il fallait faire des élections en Irak, que des élections allaient amener la démocratie. Et donc en janvier 2005, il y a eu des élections. Les sunnites, ostracisés, privés du pouvoir, alors qu'ils étaient l'élite sous Saddam Hussein, ont décidé de boycotter les élections. Ces élections consacraient l'arrivée des chiites au pouvoir en Irak, et c'était le début de la guerre civile sans fin, sunnite-chiite, guerre de religion, avec des centaines de morts à la clé, des explosions dans tous les sens, et un pays dans le chaos. Donc les élections n'ont pas amené la démocratie, elles ont amené le chaos. Donc là, ce qui est très intéressant... Les États-Unis, après ce que vous racontez là, ne retiennent pas les leçons passées ? Non, c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte de... on va dire, il y a une nouvelle administration et il y a toujours la même croyance. Et la même croyance, c'est que la supériorité, c'est une croyance en la supériorité intrinsèque du modèle américain. C'est-à-dire que dès que les Américains mettent la main, le pied quelque part, forcément, le monde entier va se transformer pour le bien, pour le bonheur des gens. Je me souviens des conversations que j'avais avec des soldats américains qui venaient du Midwest et qui m'expliquaient je suis là pour faire une différence, je suis là pour donner aux Irakiens, pour faire don aux Irakiens de la liberté. Vous voyez, c'est-à-dire que peu importe la façon dont le type vit et ce qu'il a dans la tête, non, moi je lui fais le don de la liberté. Donc il y a cette croyance supérieure au modèle qui fait qu'il y a 2 effets, qui fait que quand on contrarie l'Amérique, et on le voit, c'est valable avec Trump comme c'est valable avec ses prédécesseurs, un peu moins avec Barack Obama qui avait une finesse plus supérieure, encore que il n'était pas, comment on va dire, il est intervenu, notamment il a ciblé un nombre record de djihadistes à l'aide de drones, mais donc les moyens militaires ne lui faisaient pas peur non plus, mais il y avait peut-être moins chez Obama l'obsession de l'écrasement quand on ne soumet pas. C'est-à-dire, il y a cette idée, et qui est... Prenez toute l'histoire de la guerre du Vietnam, c'est à tous les tournants. L'opération du Tet, Rolling Thunder, le tonnerre galopant. C'est le nom de l'opération, le plus gros bombardement décidé, opéré par Robert McNamara, ministre de la Défense américaine au Vietnam, s'appelait Rolling Thunder. Le Vietnam et le Cambodge ont été bombardés plus que l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas, on veut écraser. Mais
Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et on oublie quand ça ne marche pas, parce que comme le système américain est une sorte de présent permanent, il n'y a pas de passé dans ce pays. On se retourne sur les 200 ans, on vénère des églises qui ont 150 ans, et après on vient nous dire, t'as vu, c'est très vieux. Quand on est français, on rigole. Mais il n'y a pas on a l'impression d'abord qu'au niveau civilisationnel, c'est un peu le peuple qui vivait là n'existe plus. Donc il n'y a pas de transmission. Alors, de façon étonnante, les Américains ont pris Geronimo, Apache dans leur dimension guerrière. C'est-à-dire comme s'ils avaient une espèce de mauvaise conscience. Alors ils ont donné aux natifs les casinos aussi, sur les réserves. Mais vous allez sur les réserves aux États-Unis, c'est une horreur. Vous avez je me souviens d'avoir visité la réserve des Sioux dans le Dakota du Sud. Ces gens-là vivent dans des containers, et à 10h du matin, ils sont autour d'un feu en train de boire des alcools frelatés, quoi. Et quand vous voulez leur donner, pour qu'ils vous donnent l'autorisation de les photographier, il faut leur donner des cigarettes. Enfin, c'est un peuple qui est mort, presque, déjà. Et ça, c'est le peuple d'origine. Et l'Amérique, elle s'est construite sur un éternel présent, peut-être à cause de cette mauvaise conscience, justement. Et donc, on a gardé les dimensions guerrières qu'on donne aujourd'hui à nos armements, les Tomahawks, par exemple. Vous voyez. Et donc, je crois que c'est le problème principal, il est là. Il y a d'autres problèmes, et puis il y a d'autres aspects beaucoup plus sympathiques en Amérique, et une volonté de construire, une volonté de se dépasser, d'aller de l'avant, etc. Tout le monde peut réussir, même celui qui débarque du bateau autrefois en 3e classe et aujourd'hui dans l'avion charter, il peut devenir milliardaire. Hein. Vous savez, quand Steve Jobs est mort, Steve Jobs était d'origine syrienne, et à l'époque c'était la pleine guerre civile en Syrie. Il y avait un commentateur qui avait dit, aujourd'hui ils ont tué le mauvais Syrien. Oui, ils ont tué Steve Jobs, et tout le monde s'est dit, ah oui, Steve Jobs, c'est un mec qui vient de Syrie. Voilà. Et donc, la possibilité d'inventer est incroyable. Elon Musk, voilà, on pourrait le décrire. Mais, dans leur approche de la politique internationale, il y a toujours ce sentiment de l'unicité américaine. C'est la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, le pays où tous les réfugiés du monde ont construit une nouvelle nation, en tournant le dos à l'Europe à l'époque et aux persécutions, les Quakers, etc., les socialistes allemands qui ont peuplé le Middle West. Bref, tout ça, c'est voilà, sacro-sainte croyance en la supériorité du modèle américain qui les rend aveugles sur... Et on aurait pu penser qu'avec Trump, on va voir, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec Trump, il n'y a pas la guerre ingagnable et sans fin. Ça, c'est intéressant. On ne l'a pas... on l'a vu avec Israël, intervention très rapide, fin de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, négociée par Trump, imposée par Trump le lendemain. Là, on a une opération de 2 heures, exfiltration de Maduro. Apparemment, on va essayer de s'accorder avec le gouvernement en place, qui est toujours la structure issue du chavisme. Si c'est ça Trump, ça veut dire que c'est nouveau. Oui, ça veut dire que c'est nouveau. Mais... avec toujours, je vous dis, derrière l'idée que si ça ne fonctionne pas comme on l'a dit, on va écraser. Merci Régis. Merci.